il y a eu beaucoup d'interventions. Je vous remercie de bien vous représenter chaque fois que vous intervenez, car ceux qui ne sont pas dans la salle ne connaissent pas toujours les intervenants. Paul? Et nous allons poursuivre maintenant sur l'aspect séquelles et sur la prise en charge des pertes de substances pelvipérinéales par un chirurgien plasticien, le docteur Arnaud Bruce de Percy. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, chers maîtres, chers collègues, c'est un privilège d'être présent aujourd'hui parmi vous pour vous présenter effectivement la prise en charge des pertes de substances pelvipérinéales. Donc nous, en tant que plasticiens, on arrive généralement effectivement à distance de la prise en charge aiguë, ou en tout cas subaiguë, dirons-nous. Et étant donné les différents intervenants, c'est intéressant de vous apporter notre point de vue de chirurgien plasticien concernant ces prises en charge en traumatologie de guerre. Alors, je vous propose un plan assez académique, dirons-nous. Nous parlerons dans un premier temps des généralités, encore que les différents intervenants ont pu un petit peu, comment dire, déflorer le sujet, si vous me permettez. Nous parlerons ensuite donc, de la prise en charge au stade aigu, en dissociant les reconstructions pelviennes antérieures des reconstructions pelviennes postérieures, des raisons anatomiques. Nous parlerons très rapidement et assez succinctement des prises en charge au stade des séquelles. Et enfin, dans un souci d'exhaustivité, nous vous proposons également de parler de deux cas particuliers, mais qui nous semblent malgré tout primordiaux. Ce sont les brûlures pelvipérinéales et les escarres du blessé médulaire. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes, mais globalement, il est quand même primordial de rappeler la particularité des blessures de guerre, notamment concernant leur mécanisme lésionnel. On se rend compte qu'aujourd'hui, les conflits modernes sont essentiellement axés autour de phénomènes d'explosion, d'IED. Vous avez ici deux références bibliographiques. La première, en haut à droite, concerne donc un de nos confrères orthopédistes, le docteur Grosset, qui a fait sa thèse sur des blessés militaires au Mali et en Afghanistan. Et on s'est rendu compte que le mécanisme lésionnel, que ce soit les IED ou les explosions, représente environ 76-77%, tous mécanismes confondus. Et vous avez également une étude publiée en 2013 par Schoenfeld sur les différents mécanismes lésionnels pour la population américaine. Et là encore, le phénomène explosif, le mécanisme lésionnel d'explosion représente entre 70 et 82%, tous mécanismes confondus. Les blessures de guerre au niveau du pelvis, eh bien, elles sont généralement à très haute énergie cinétique, ce qui associe donc forcément des délabrements tissulaires potentiellement importants, que ce soit lié à du polycriblage, à des lésions de pieds de mine ou autres. Généralement, les patients sont en état de choc hémorragique, en hypovolémie, pour des raisons diverses. Ça peut être des lésions vasculaires au niveau de l'hypogastrique, au niveau du réseau fémoral superficiel et profond, mais ça peut très souvent également être une cause veineuse, notamment du fait du réseau fessier, du plexus fessier qui est extrêmement développé. Il est associé également à un risque septique majeur, comme on a déjà pu en discuter, et donc la stratégie de prise en charge aujourd'hui est assez bien codifiée. C'est le damage control surgery dont on a déjà parlé, avec comme principal objectif de limiter l'apparition de la triade létale, coagulopathie, acidose, hypothermie, par des passages itératifs au bloc opératoire, puis en réanimation pour traiter les défaillances d'organes. Alors, concernant ces blessures de guerre, ce sont des statistiques que notre confrère urologue vous a déjà présentées. Elles sont globalement peu fréquentes, de l'ordre de 7%. Vous avez ici la référence bibliographique publiée par Rankin en 2020. Elles sont peu fréquentes, mais associées à une mortalité élevée, de l'ordre de 36%. Et ce risque relatif est majoré à 56% en cas de lésions vasculaires pelviennes associées. Je vous ai présenté ça, ce qui me semble également très intéressant, c'est ce risque de lésion vasculaire pelvienne qui est 3 fois plus élevé dans les situations suivantes: fracture pelvienne instable, amputation traumatique et lésion périnéale pénétrante. Et les auteurs ont également pu observer que l'association disjonction de la symphyse pubienne et au moins une articulation sacro-iliaque était significativement associée à une lésion vasculaire pelvienne dans ces situations-là. Alors, vous avez des petites iconographies qui nous permettent de nous représenter un petit peu l'impact sur le corps d'un IED. Dès lors que l'engin explose, il y a un phénomène de polycriblage initial avec des lésions que vous pouvez objectiver, et ensuite, très rapidement, le blast primaire occasionne une amputation traumatique du membre, mais également un écartèlement des deux membres inférieurs avec des disjonctions au niveau osseux, au niveau de la symphyse pubienne, au niveau des articulations sacro-iliaques qui peuvent occasionner des lésions vasculaires internes. Alors, quelles sont nos problématiques de reconstruction? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler l'anatomie, mais en tout cas, ça a un impact direct sur nos techniques de reconstruction, puisqu'on dissocie véritablement le pelvis antérieur du pelvis postérieur. Vous comprenez aisément qu'au niveau de la fesse, c'est une région riche en tissu cellulo-graisseux qui est galbé, qui présente donc de la peau, du tissu graisseux du muscle. Et donc, la principale problématique au niveau de la région pelvienne postérieure, eh bien, ce sont des problématiques d'ordre infectieux, notamment par les mécanismes de délabrement, de décollement tissulaire. La présence également des fosses ischio-rectales qui peuvent facilement s'infecter,
Et concernant la région pelvienne antérieure, eh bien là, les parties molles sont nettement moins importantes. Et donc, les problématiques peuvent être liées à l'exposition d'organes nobles, que ce soit des expositions osseuses, les épiniaques antéro-supérieures, les régions trochantériennes, que ce soit des expositions d'organes génitaux externes qui, là, sont associées à des risques infectieux importants. Mais ce qui vraiment nous préoccupe pour le pelvis antérieur, ce sont véritablement les expositions vasculo-nerveuses, voire les plaies vasculo-nerveuses au niveau fémoral, notamment avec un risque vital immédiat. Alors, je vous propose un algorithme, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, assez simpliste sur comment couvrir les pertes de substances et sont-elles associées dans la littérature à plus de complications. À la question quand couvrir des blessures de guerre au niveau du pelvis, eh bien, la réponse est essentiellement liée à la perte de substances, au bilan lésionnel. Y a-t-il ou non exposition d'organes nobles de type vaisseau ou nerf? Dans ce cas-là, nous faisons face à une urgence de couverture, puisque le principal risque, c'est la dessiccation des vaisseaux avec un risque de rupture vasculaire et donc un risque hémorragique majeur, voire au niveau nerveux, la dessiccation nerveuse et un risque fonctionnel important. Si tant est que le bilan lésionnel ne retrouve qu'une exposition des organes génitaux externes, voire des parties molles, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'urgence. Hein, le traitement correspond tout simplement à des parages itératifs, à des pansements cicatrisants, voire hémostatiques, et à l'application d'une greffe de peau mince, comme on va le revoir, dès lors que le sous-sol est greffable. Pour ce qui est des os, eh bien, on parle d'urgence relative, qui dans l'idéal doivent être couvertes dans les 7 jours, hein, comme l'a décrit le professeur Rigal, hein, la séquence thérapeutique 6, 7, 8, 9. La couverture, l'exofixation dans les 6 heures, la couverture dans les 7 jours, etc. Donc là, concrètement, à la question comment couvrir les pertes de substances, encore une fois, c'est essentiellement lié à la perte de substances, au bilan lésionnel. La première question à se poser, à mon sens, est véritablement celle de la dérivation des urines ou des selles. Y a-t-il une indication de colostomie et de sonde, voire de cathé suspubien? Et enfin, y a-t-il ou non exposition d'organes nobles? Si oui, eh bien dans ce contexte, nous ferons appel à des techniques de reconstruction intitulées lambeaux. Hein, ce sont des structures unies ou pluritissulaires qui ont leur vascularisation propre. Et si les organes nobles ne sont pas exposés, eh bien, ce seront des greffes de peau mince assez conventionnelles. Concernant les complications, la littérature est assez unanime. Malheureusement, les blessures de guerre sont associées à toutes sortes de complications de manière plus importante qu'en traumatologie civile, dirons-nous, qu'elles soient thromboemboliques, notamment si il y a des phénomènes de CIVD, de coagulopathie associée. Le sepsis, évidemment, ça se comprend de par la pénétration de munitions ou de shrapnel en cas d'IED et en cas d'hématome également. Concernant les reconstructions pelvipérinéales postérieures, eh bien, nous avons déjà fait un rappel concernant les constatations anatomiques. La fesse et la région pelvienne postérieure se caractérisent par une richesse des parties molles et donc le principal risque associé est un risque infectieux. Mais en cas d'atteinte du plexus fessier, le réseau veineux étant extrêmement développé au niveau de la fesse, il y a également un risque hémorragique important qui peut être problématique à traiter. Hein. Ça peut être par des ligatures itératives, voire des packings, mais ça peut vraiment être problématique. Et donc les conduites à tenir se caractérisent essentiellement par des passages au bloc itératifs, des parages, des différentes plaies, de manière effectivement à diminuer, à retirer les tissus dévitalisés, à réaliser la nécrosectomie afin de diminuer ce risque infectieux. Et dès lors que le sous-sol est greffable par le biais d'algostériles, de pansements cicatrisants ou de thérapie à pression négative, une greffe de peau pourra être mise en place. Vous avez ici un exemple d'un délabrement important des parties molles suite à un mécanisme d'écrasement de la région fessière haute et de la région lombaire. Et bien, comme vous pouvez le constater, le principe chirurgical a été des parages itératifs, éventuellement un capitonnage par des points de capiton pour essayer de diminuer les décollements, diminuer les sérosités et les lymphourées séquelaires. Et en même temps de ce parage, eh bien, l'application de thérapie à pression négative qui permet également la clairance de toutes les excrétas, de toutes les sécrétions des plaies. Et dès lors que le sous-sol est greffable, mise en place d'une greffe de peau mince avec un prélèvement à ce niveau-là au niveau dorsal et le résultat que vous pouvez observer. Alors, je vous ai mis ici cette diapositive pour vous parler un petit peu des séquelles hein, et on s'arrêtera là. Globalement, la région fessière se caractérise quand même par du galbe, du volume. Et la problématique de ces parages itératifs et de ces greffes, c'est tout simplement la perte des volumes et des phénomènes de rétraction au niveau des structures sous-jacentes. Et donc là, vous avez un cas du professeur B avec cette séquelle, ce placard de greffe rétractile avec déformation de la fesse. Nous avons à ce moment-là réalisé la mise en place de 2 ballons d'expansion subcutanée de manière à recréer de la peau, de manière à la recruter et à exciser secondairement cette greffe qui avait été apposée. Au niveau de la région pelvienne antérieure, les problématiques sont différentes puisqu'on a parlé de la richesse des organes nobles, hein, que ce soit osseux, nerveux, vasculaires ou les organes génitaux externes. Et donc là, la conduite à tenir est tout autre puisque la stratégie thérapeutique prépondérante est basée sur une couverture par lambeaux. Évidemment, les parages itératifs, les stomies de dérivation, le nursing
Tout ça font partie du package, mais la couverture définitive est véritablement associée à des lambeaux. Ils peuvent être fascio-cutanés, musculaires ou musculo-cutanés. Le choix du lambeau est évidemment en fonction du bilan lésionnel. Y a-t-il des vaisseaux atteints? Y a-t-il un impératif de couverture en termes de surface? Mais dès lors qu'on a plusieurs possibilités, l'objectif sera de réfléchir à la morbidité du site donneur. Si on peut éviter de prendre un muscle, de désinsérer un muscle pour couvrir une zone, eh bien on pourra le faire, de manière à se rapprocher un petit peu plus du Graal de tout chirurgien plasticien, à savoir la reconstruction ad intégram. Je ne vais pas vous faire un inventaire de tous les lambeaux possibles. Nous en avons choisi assez arbitrairement quelques-uns qui nous semblent des incontournables de la reconstruction pelvipérinéale. En tout premier lieu, le lambeau de gracilis, qui est un lambeau qui peut être prélevé en musculocutané ou en musculaire seul, qui a l'avantage effectivement d'une excellente fiabilité vasculaire dès lors que les vaisseaux fémoraux profonds ne sont pas atteints. La peau est fine, relativement glabre. La seule problématique, eh bien, ce sont la surface de couverture limitée, et donc c'est un lambeau qui est essentiellement utilisé en reconstruction des organes génitaux externes ou en couverture des vaisseaux. Là, je vous ai mis deux petites flèches, puisque c'est essentiellement utilisé en traumatologie et pour le blessé médulaire. C'est également utilisé en carcinologie, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui pour essayer de cadrer au plus près du sujet. Alors, vous avez un autre cas que nous avons pu prendre dans le service, c'est une plaie balistique avec délabrement des parties molles, un trauma pelvien et un trauma au niveau de la région de la hanche. L'ostéosynthèse a été réalisée pour éviter justement un phénomène de pseudo-arthroseptique, d'infection de matériel. Des paragittératifs ont été faits avec un vague d'attente. Et dès lors que la plaie était relativement propre, on a apporté une couverture par un lambeau musculocutané de gracilis que vous pouvez observer ici. Un autre lambeau qui peut être tout à fait intéressant dans la reconstruction pelvipérinéale, c'est le lambeau musculocutané de rectus abdominis qui a été décrit par Taylor. Alors, c'est un lambeau qui a plein de qualités. Il peut être prélevé en musculaire pur, en musculocutané. Il a une fiabilité vasculaire à toute épreuve puisqu'il est basé sur les vaisseaux épigastriques profondes. Sa surface de couverture est extrêmement importante. C'est la deuxième surface de couverture possible après le lambeau de grand dorsal. Le lambeau de grand dorsal n'est pas applicable en reconstruction pelvipérinéale autrement que par la technique du lambeau libre, et on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est une technique qui est relativement facile à réaliser, puisqu'il n'y a pas de dissection vasculaire appuyée, on prélève le muscle en monobloc. La véritable problématique de ce lambeau, eh bien, c'est la morbidité du site donneur. C'est un excellent lambeau en traumatologie, mais nous avons tendance à le déconseiller chez le blessé médulaire, notamment si le niveau lésionnel est haut et que le patient a malgré tout un semblant de contraction au niveau de sa paroi abdominale, puisqu'on sait que ça peut faciliter la statique assise, les transferts. Et donc, c'est vrai que chez le blessé médulaire, en fonction du niveau lésionnel, on évite d'utiliser ce lambeau et de désinsérer un des grands droits. Vous avez un cas de perte de substance de la région trochantérienne, de la hanche. Alors, ce n'est pas de la traumatologie de guerre, mais c'est de la traumatologie civile. On a donc exposition articulaire, une perte de substance importante. Et donc, vous pouvez voir une palette de peau qui fait 450 cm² avec une couverture en un seul temps après tunnelisation de ce lambeau. La pointe que vous pouvez objectiver à ce niveau-là a été désépidermisée et ensuite secondairement enfouie pour apporter un petit peu plus de matelassage, un peu plus d'étoffe au niveau des reliefs osseux. Le troisième lambeau que je vous propose, c'est le lambeau antérolatéral de cuisse, ALT flap, pour antérolatéral tight flap. C'est un lambeau qui a été décrit en 81, qui est effectivement un incontournable de la chirurgie plastique sous toutes ses formes. Il peut être prélevé en fascio-cutané ou dans sa version composite avec du muscle ou du fascia lata. Encore une fois, c'est un lambeau qui a une excellente fiabilité vasculaire, une surface de couverture moyenne, puisque la laxité de la cuisse n'est pas forcément celle où on en a le plus. La seule problématique de ce lambeau, c'est qu'il est disséqué généralement en version perforant et donc c'est associé à une difficulté moyenne à importante de dissection, mais sa morbidité du site donneur est tout à fait acceptable et donc il est utilisé en traumatologie comme chez le blessé médulaire, puisque souvent les lambeaux au niveau des cuisses sont très en deçà du niveau lésionnel et donc ne posent aucun problème chez le blessé médulaire. Vous avez ici un cas de traumatologie civile, encore une fois, chez un jeune rugbyman semi-professionnel qui a pris le guidon au niveau du scarpa avec un dégloving cutané, une atteinte donc, de la crosse de la veine saphène qui n'a pas posé de problème particulier, et également une atteinte du tissu cellulo-ganglionnaire avec une lymphorrhée séquelaire. Et dans ce contexte, étant donné le profil fonctionnel du patient, un sportif de haut niveau, nous avons réalisé à ce moment-là une couverture par lambeau antérolatéral pédiculé. L'un des lambeaux qui me semble également incontournable de vous présenter, c'est le lambeau inguinal, qui peut être levé en version pédiculée avec une base cutanée ou en version perforant. À ce moment-là, il porte le nom de skip, peu importe. C'est un lambeau fascio-cutané. Encore une fois, la fiabilité vasculaire est plutôt bonne dès lors que la variation anatomique est en faveur d'une prédominance de l'artère circonflexe iliaque superficielle, puisqu'on sait qu'au niveau de cette région-là, il y a une dissociation. Ça peut être, la vascularisation peut être prédominante au niveau des vaisseaux épigastriques
mais elle peut également l'être au niveau de l'artère circonflexe iliaque superficielle. C'est un lambeau qui a une excellente surface de couverture, puisqu'on a une laxité importante à ce niveau-là, avec une peau fine, glabre. Il est associé à une difficulté technique si on le lève en perforant, mais dès lors que le lambeau est levé dans sa version inguinale plus conventionnelle, un lambeau relativement facile à faire et qui est associé à une faible morbidité du site d'honneur. Vous avez ici un cas donc, du professeur B, séquelles de plaies balistiques avec toutes les cicatrices que cela peut occasionner, la laparotomie sus et sous-ombilicale, la poche de colostomie. Vous avez également une éviscération couverte avec une greffe de peau posée sur le tube digestif. Et donc, la problématique ici est la fermeture de la colostomie et également le traitement de cette éviscération couverte. Là, on ne le voit pas sur cette image, mais la région inguinale gauche est saine. Et donc, dans un premier temps, il a été réalisé une levée de cette palette inguinale gauche, ce qu'on appelle chez nous une autonomisation. Ça nous permet de voir un petit peu la fiabilité. Est-ce que la palette est vascularisée dans sa totalité? Et vous pouvez voir ici que la pointe souffre un petit peu. Elle sera donc sacrifiée et on a une idée assez précise de la surface de couverture utilisable, ce qui permet de réaliser la fermeture de la colostomie, la pariétoplastie prothétique et de traiter cette éviscération couverte. Vous avez le résultat ici. Alors, ce n'est pas un résultat forcément très cosmétique, mais il a l'avantage effectivement d'être fonctionnel et c'est globalement ce qu'on lui demande dans ce contexte. Un autre cas, un autre exemple d'utilisation de lambeau inguinal, cette fois-ci séquelles de gangrène de Fournier avec parage initial, intériorisation des deux testis. Le patient revient pour effectivement la recréation quelque part d'une bourse avec extériorisation des deux testicules. Vous avez ici donc sur les deux plis inguinaux, eh bien au Doppler, au mini-Doppler, on a pu vérifier la présence de l'artère d'intérêt et le lambeau est levé dans sa version pédiculée avec une désépidermisation du pédicule proximal de manière à ce que celui-ci puisse être enfoui et donc la recréation véritablement d'un scrotum. Là, je vous présente un cas du professeur Mathieu qui l'a pris en charge en Afghanistan, encore une fois, plaie des organes génitaux externes, un civil de 18 ans avec phénomène d'explosion, un IED sous un véhicule et le bilan lésionnel retrouvait essentiellement un trauma périnéal et un polycriblage au niveau des deux membres inférieurs, lésion des deux testis et amputation partielle de verge. La prise en charge initiale, donc colostomie, dérivation des selles, dérivation des urines, colostomie des charges, cathéter suspubien et la mise en place également d'une sonde à demeure pour la cicatrisation urétrale. Et ensuite, déparage itératif, la réintériorisation des deux testis en utilisant la laxité, l'excès cutané qu'on a au niveau des bourses, enfin du scrotum, et une TPN d'attente, des TPN itératives jusqu'à obtenir un sous-sol greffable pour les paires de substances pelviennes postérieures, comme nous vous l'avons évoqué. Alors, d'autres lambeaux ont pu être décrits depuis, puisque l'évolution, la chirurgie plastique évolue également. On comprend un petit peu mieux la rhéologie. La rhéologie, c'est la science de la vascularisation des tissus, notamment de la peau. On comprend un petit peu mieux la notion de perforasome, qui stipule que globalement, un territoire cutané peut être vascularisé par une seule perforante. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a à peu près 400 perforantes, donc 400 perforasomes utiles sur le corps humain, ce qui démultiplie un petit peu le pouvoir, le potentiel de couverture pour nous, chirurgiens plasticiens. Je vais juste faire un aparté. Ces lambeaux sont excellents en traumatologie civile. On les déconseille cependant pour la traumatologie militaire, à la fois pour l'haute énergie cinétique, pour les phénomènes de décollement, les lésions d'attrition, puisque ce sont des lambeaux perforants dont la vascularisation est basée vraiment sur des petits vaisseaux. Il vaut mieux à ce moment-là apporter une couverture fiable via des lambeaux musculocutanés. Toujours est-il que vous avez un exemple de traumatologie ici, avec une plaie juste sous le scrotum, à la limite de la marge anale. Et donc, sur la base des perforantes périanales, nous avons levé un lambeau fasciocutané qui permet d'apporter une couverture très satisfaisante. Et la perte de substance des parties molles au niveau de la cuisse est traitée de manière assez conventionnelle. Là, nous avons mis un substitut dermique baptisé Integra qui permet effectivement d'apporter une trame dermique avec la mise en place d'une TPN, c'est une pratique du service. Ça nous a permis effectivement de diminuer les délais de maturation de ce substitut dermique en passant de 21 jours à 10-12 jours. Et donc, c'est un gain de temps à la fois pour le patient, mais également en termes de séjour hospitalier. Voilà, donc je vous parlais effectivement de cette notion de perforasome, c'est-à-dire un territoire cutané vascularisé par une perforante. Le perforasome est variable en fonction de la région anatomique, mais l'avantage de la région dorsale et de la région fessière, c'est qu'on a d'assez grands perforasomes qui permettent effectivement d'être utilisés en reconstruction pelvienne. Alors, ces lambeaux, cette notion de perforasome a directement mené à une reconstruction, à une technique particulière qu'on appelle les lambeaux propelleurs, pour lambeaux en hélice, qui permettent d'utiliser la peau périlésionnelle, donc à proximité d'une paire de substances, pour venir, par le biais d'un phénomène de rotation à 180 degrés, couvrir une paire de substances. Vous avez ici un exemple. Alors là, en l'occurrence, c'est une récidive de sinus pyramidal, mais avec quand même une paire de substances de 8-9 cm, une exposition du sacrum. Et donc, ça a le bénéfice, effectivement,
par le biais des deux perforantes que nous avons repérées ici, une là qui était un petit peu basse et une ici qui est vraiment en limite d'excision, de réaliser donc une dissection de cette palette qui est en îlot vasculaire. Il n'y a plus que les vaisseaux qui la maintiennent présente sur le patient. On réalise la rotation et vous pouvez constater effectivement que les séquelles restent minimes. Alors, concernant le cas particulier, eh bien, les brûlures pelvipérinéales sont également une part primordiale pour tout chirurgien plasticien et d'autant plus militaire. Là, je vous donne quelques chiffres issus de la thèse du docteur Huck, qui est anesthésiste à Bégin, mais qui est passé au centre de traitement des brûlés. Entre 2001 et 2017, 92 militaires ont été brûlés en opération extérieure. Alors, en opération, dirons-nous, dont 25 pompiers professionnels sur le territoire métropolitain. Et il est intéressant de constater que dans 45% des cas, le tronc était atteint. Je ne vais pas vous donner de statistiques plus précises concernant le pelvis, le périnée, mais le tronc correspondait à la région circonférentielle anatomique. Il est intéressant également de constater que ce sont des régions qui sont globalement épargnées en comparaison des membres supérieurs, notamment les mains, les membres sup et la tête et le cou, puisqu'ils sont mieux protégés à la fois par les vêtements, les treillis inifugés et par les mécanismes de protection individuelle. Et la problématique dans le domaine de la brûlure est associée également à une problématique septique, puisqu'il y a une colonisation bactérielle de l'escar de brûlure. Le traitement est identique au traitement proposé dans le cadre des reconstructions pelviennes postérieures avec des paragitératifs, de l'excision de l'escar de brûlure et une greffe de peau mince. Dans le même temps, si on a respecté du derme, voire potentiellement à distance s'il n'y a plus de derme, de manière à avoir un bourgeon satisfaisant et favoriser la prise de greffe. Je vais vous parler maintenant rapidement de l'escar du blessé médulaire. Chez notre population militaire, la problématique est double. Si le blessé médulaire est militaire, c'est généralement une population jeune. Qui dit jeune dit donc un potentiel de vie et un certain nombre d'années à vivre avec son handicap, donc un risque important d'escar. Et si escar il y a, eh bien, nous faisons face à un impératif de couverture et surtout à un risque de récidive. Et donc, il y a une place prépondérante de l'éducation thérapeutique, de la prise en charge médicale, qu'elle soit psychologique, avec le deuil de l'image de soi, mais également médicale avec la rééducation, la prévention des attitudes vicieuses. C'est donc une prise en charge multidisciplinaire. Dans le SSA, on a une vraie expertise via l'Institut national des invalides, avec une prise en charge par des médecins rééducateurs, des nutritionnistes, ergothérapeutes, chirurgiens, etc. Et la stratégie de couverture est légèrement différente pour un patient pouvant plus verticaliser. Nous pouvons utiliser à ce moment-là, sans trop de problèmes, des muscles qui sont impératifs pour la statique verticale du patient qui n'est pas blessé médulaire, comme le grand fessier. Je vous présente le lambeau justement qui a été décrit par l'équipe du professeur Dumurgier, le lambeau des invalides. Donc, véritable expertise du SSA. C'était un lambeau qui est extrêmement subtil et élégant puisqu'il est basé, c'est un lambeau musculocutané basé sur le faisceau supérieur du grand fessier, parfaitement adapté à la perte de substance de l'escar. La problématique de ce lambeau, c'est que dès lors qu'il est positionné, étant donné les décollements pour le disséquer, ce lambeau n'est plus mobilisable et quelque part, on sacrifie la partie inférieure de la fesse, qu'elle soit musculaire ou cutanée, et donc il n'y a pas de possibilité de mobilisation secondaire. On en est donc revenu à des techniques de couverture plus conventionnelles, des lambeaux musculocutanés de grand fessier prenant l'ensemble de la sous-unité, de manière à apporter un matelassage satisfaisant et surtout, en cas de récidive, notamment chez nos militaires jeunes qui vont vivre pendant 40, 50 ou 60 ans avec un handicap important, en cas de récidive, on va pouvoir remobiliser ce lambeau de manière à apporter une couverture satisfaisante. Un autre cas ici, avec cette fois-ci un double lambeau musculocutané, une fermeture en T inversé. Et en guise de conclusion, je ne sais pas si j'ai été un petit peu trop long ou pas, mais en guise de conclusion, voilà, concernant la traumatologie de guerre du pelvis et du périnée, eh bien, il est important de rappeler la physiopathologie des blessures de guerre et les traumatismes inhérents à ces blessures. Elles sont rares, mais associées à une mortalité importante. Il faut faire attention aux lésions vasculaires associées. Bon, là, c'est vraiment dans le cadre d'une damage control surgery. Et concernant la chirurgie plastique, eh bien, elle est essentiellement axée sur les paragitératifs, la dérivation des urines et des selles, et ensuite la couverture variera en fonction de l'atteinte anatomique, est-elle pelvienne antérieure ou postérieure, y a-t-il des organes nobles exposés, et si oui, nous conseillons quand même de privilégier des lambeaux fiables, tels que des lambeaux musculocutanées qui ont prouvé effectivement leur fiabilité et leur valeur. A contrario, en traumatologie civile, nous observons une plus grande variabilité des traumatismes observés avec des phénomènes également à très haute énergie cinétique, mais parfois c'est moins problématique. Et donc l'arsenal thérapeutique pour un chirurgien plasticien est différent que pour des blessures de guerre, avec des solutions de couverture qui sont plus étoffées, notamment comme j'ai pu vous le présenter, le propeller flap. Je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud Beauce. Vous avez fait un tour très complet des possibilités actuelles des lambeaux cutanés que vous utilisez en chirurgie plastique. Alors, l'heure tourne, il est 17 h. Je vais être obligé de passer à la dernière présentation et je vous remercie infiniment. Merci à vous, merci.